Bonjour à tous, et oui, vous ne rêvez pas un deuxième top retour dans le même mois. Wouh! C'est une demande qui a été faite par Dika Gaming, qui comme son nom l'indique est une chaîne sur la musique classique. Donc avant toute chose, j'aimerais adresser un grand merci à Dika Gaming. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont prêts à aller jusque là pour ma chaîne, ça me touche beaucoup. Une salutation à toi et tes frères. J'espère que ça vous fera plaisir cette vidéo. Et comme c'est parti maintenant, on va parler de Bienvenue chez les Robinson. Un film que j'aime très sincèrement. Les persos principaux sont plutôt attachants, les méchants sont d'un côté assez drôles et de l'autre plutôt classe. J'aime beaucoup le message que ça veut faire passer, le message est très beau et amené de façon très intéressante. Sur pas mal de points. J'aime la loufoquerie de la plupart des personnages de cette famille, la plupart, j'y viendrai, et c'est déjà un très bon truc à dire, ça suffit déjà très bien à apprécier ce film. N'empêche que oui, c'est pas un film parfait, loin de là, c'est pour ça que je lui ai mis 14, c'est qu'il y a beaucoup de choses à redire. La chose principale, vous l'avez entendu en long et en large dans ma vidéo critique, on va revenir un peu en détail sur les autres. C'est parti pour le top 9 des pires points de la famille Robinson. Alors qu'allons-nous faire, dis-le-moi. À la fin, tout se met en place au même moment. La facilité scénaristique qu'on a tendance à voir assez souvent et qui, dans l'absolu, est quand même un petit peu grosse, un peu trop discutable pour pas que je considère ça comme un chipotage. Ce fait que lorsque Lewis, je vais spoiler pas mal de petits trucs, donc j'espère que vous avez suivi le film ou ma critique du film pour comprendre un petit peu ce qui se passe, mais lorsque Lewis accepte le futur qui l'attend, paf, c'est pile à ce moment-là qu'il rencontre ses futurs parents adoptifs, paf, c'est à ce moment-là qu'il rencontre sa future femme et son hobby particulier qui donnera naissance à quelque chose dans le film, dans le futur. Il y a tout qui se met en place d'un coup autour du personnage. Et d'une façon un petit peu rapide, je trouve. Même la conclusion avec Goob, ça j'en parlerai, ça aussi, ça se fait comme ça se met en place tout de suite. Il faut que tout se passe exactement au même moment. C'est-à-dire la même durée de 1 heure, une demi-heure, tout ce petit monde, tous ces échelons qui formeront sa vie plus tard, tout se fout là, quoi. C'est clairement une ficelle parce que c'est plus pratique pour le rythme, etc. Je l'accepte, mais je peux pas nier quand même que c'est un petit peu gênant dès lors qu'on y pense, un peu facile. Numéro 8, le rendez-vous pour présenter l'invention. Ok, la présentation de l'invention en soi est plutôt drôle, un petit peu guignolesque, mais ça me dérange pas, vraiment ça me dérange pas. C'est drôle, c'est plutôt bien amené sur pas mal de points, aucun problème avec ça. Le truc qui me pose problème, c'est le fait que il a pas pris de rendez-vous. Le grand méchant, l'homme au chapeau melon, il se retrouve là en ayant rien prévu et comme par hasard, je dis bien comme par hasard, il y a une personne qui avait rendez-vous à cet instant précis et qui ne s'est pas pointé. Genre du tout. Ça tombe bien quand même. Vous trouvez pas, ça tombe bien? Là on parle de petite facilité scénaristique qui ne me gêne pas trop, mais quand même un petit chouïa pour être noté. Et ouais quoi, ça aurait pu être amené de façon un petit peu plus intéressante, un petit peu plus intelligente, parce que ça démontre que nos deux méchants, pas seulement Goob, parce que oui, Goob est stupide, c'est dans son caractère, mais surtout Doris ne prévoit pas grand chose. C'est un peu dommage. D'ailleurs, dans le même ordre d'idées, on a numéro 7, les décisions à retardement. Personne ne prévoit grand chose dans ce film apparemment, et donc on a notre héros, tout comme nos méchants, qui ont la possibilité d'utiliser une machine à remonter dans le temps, dans une situation où ce serait très très favorable pour eux de l'utiliser. C'est-à-dire de se servir de cette machine pour gagner, tout simplement, quoi. Ils ont la possibilité et ils savent que s'ils n'utilisent pas cette machine, ils ont le moyen d'être déjoués. Voilà, donc de la part des méchants, c'est lorsqu'ils kidnappent enfin Robinson qui a enfin réglé le problème, ils se disent « Ah non, on va faire ça dans cette époque plutôt que de faire ça dans l'époque de maintenant, entre guillemets, notre époque, ça va être compliqué ça. » Plutôt que de faire ça, ils se disent « On va le forcer à faire ça dans cette époque futuriste où la famille Robinson peut nous retrouver. » Et c'est ce qu'elle fait. Bon, bien entendu, ils arrivent à s'en sentir après, mais n'empêche que c'est une décision un peu stupide. Et pareil, Lewis
a la possibilité de se barrer avec sa machine à voyager dans le temps, et il attend 2 bonnes minutes pour le faire. J'arrive à pardonner ça parce que l'histoire s'en sert clairement pour créer des moments de tension. Alors est-ce que Lewis va arriver à s'en sortir ou non? Est-ce que les héros vont arriver à déjouer le plan des méchants? Ouais, c'est bien d'instaurer ce suspense. C'est amené de façon un petit peu discutable par rapport à nouveau à l'intelligence de nos personnages. Numéro 6, Wilbur, je fais tout seul. C'est un truc clairement prévu dans le scénario, ça, c'est-à-dire que Wilbur veut pas se faire gauler, il veut pas se faire punir, et donc il décide de tout gérer tout seul lorsqu'il a fait sa petite bourde. Au début, c'est tout à fait raccord avec le personnage, même si c'est pas non plus un trait de personnalité très attachant de sa part. Sincèrement, il y a un type louche qui lui a piqué une des machines à remonter dans le temps. Il se dit, ouais, je vais pouvoir régler ça tout seul. Attends, mec, c'est un problème super grave à gérer. Bon, à nouveau, un personnage n'a pas à être parfait. Et ça me dérange pas particulièrement. Vous savez quoi, j'aurais même pas compté si ça avait été seulement ça dans cette liste. Mais le gros problème que j'ai avec ça, et là c'est dans la mise en scène, ça ne vient pas vraiment du caractère du personnage, c'est que lorsque il faut aller sauver Lewis de s'être fait capturer par les méchants, et ben il y va tout seul avec son robot. La famille Robinson reste toute seule dans son coin. Et je sais pas exactement comment ça se fait, ça. Je vois pas pourquoi Wilbur ne les aurait pas prévenus à ce moment-là, parce que maintenant ils savent qui est Lewis, d'où il vient, etc. Donc, je vois pas pourquoi il les préviendrait pas et pourquoi il y aurait pas plusieurs personnes qui viendraient à sa rencontre. Parce que, mine de rien, il a quand même été prévenir son robot. Il a prévenu le robot, je sais plus son nom, excusez-moi. Là, il y a beaucoup de personnages, ça c'est un petit truc qui m'empêche de retenir certains noms, je vous le cache pas, je suis désolé. Mais, ouais, s'il a eu le temps de faire ça, pourquoi il est allé le sauver tout seul? Sachant que c'est en partie parce qu'il est allé le sauver tout seul qu'il a réussi à se faire déjouer plus tard. S'ils avaient été plusieurs, peut-être que non, ça serait pas arrivé. À nouveau, mise en scène discutable, pour les besoins du suspense, pour les besoins de faire progresser notre scénario comme on le souhaite. Et on sent qu'il y a pas mal de ces facilités scénaristiques-là qui peuvent être assez gênantes dès lors qu'elles s'empilent un peu. Numéro 5, les grenouilles. Un délire auquel j'adhère pas particulièrement. Il y a tout un passage avec des grenouilles qui parlent dans ce film parce que la mère de Wilbur leur a enseigné, ça fait partie de son excentricité, elle pense que les grenouilles peuvent être super intelligentes, et elles peuvent l'être. Et je peux pas nier le fait que ça essaye de créer des liens, que ça joue un petit peu sur le système de setup payoff, puisque on voit justement la future femme de Lewis, toute jeune dans le passé avant, où elle s'occupe de grenouilles dans une scène très rapide, et donc ouais, c'est le principe de setup payoff qui marche bien. Dès lors qu'on y réfléchit, c'est plutôt intelligent ça, mais voilà, c'est les grenouilles qui parlent. Je sais que la famille Robinson joue sur pas mal de délires, et honnêtement la plupart d'entre eux me plaisent, je suis pris dedans, mais je sais pas quoi vous dire, ça va un petit peu trop loin pour moi, ça s'incruste pas grandement dans quoi que ce soit. Il y a un passage où Goob essaye d'en contrôler une, et où on fait à la fin une référence à je sais plus quel film autour de ça. Et je me dis, non, je suis pas... J'ai le sentiment que ça n'avait pas apporté grand chose. Le récit aurait pu se passer de ça. Techniquement, il aurait pu se passer de tout ce passage autour de Goob qui en contrôle une, et ces grenouilles qui parlent, etc. Et ça aurait été pareil, quoi. L'histoire aurait été pareille. On aurait pu faire un délire autour des grenouilles moins poussé que ça, et ça m'aurait pas gêné. Voilà, c'est-à-dire sans les faire parler, ils auraient été des grenouilles savantes un petit peu, mais sans aller jusqu'à créer une espèce de société humano-grenouille à ce niveau-là, ça aurait pu passer, mais là c'est un délire un peu trop poussé pour que j'arrive à accrocher, personnellement. Et dans le même ordre d'idées, Spike et Dimitri. Pas compris. Je comprends, lorsque vous avez créé cette famille,
que vous vouliez faire quelque chose de très loufoque, une famille vraiment dingue, qui va dans tous les sens, etc. Et sur pas mal de points, je trouve que ça passe. J'adore ce livreur de pizza avec son véhicule du futur, c'est super marrant. Ce frère et cette sœur qui chamaillent avec leur train, leur canon, etc. J'adore ça, sincèrement, je trouve ça fun. Tellement fun, ça donne une vie aux personnages, même s'ils sont pas super profonds, ça suffit à leur donner suffisamment de vie pour qu'on se souvienne d'eux sur pas mal de points. Et c'est pour ça que j'aime la plupart de ces gens, bon, à plus ou moins fort degré, et il y a certains d'entre eux que je trouve passables, mais ces deux mecs en peau, c'est du what the fuck un peu trop poussé pour moi. Même la famille Robinson sait pas ce qu'ils foutent là. Je sais pas trop à qui ils sont apparentés, ces deux-là. Nous non plus. C'était comme les grenouilles du délire un peu excessif. Et je pense que ça aurait aidé le film de virer quelques petits détails de ce genre-là pour développer un tout petit peu plus d'autres choses. Notamment le lien qui se crée entre Lewis et la famille Robinson est relativement touchant, j'aime bien ça, mais ça va un peu trop vite et ça aurait mérité très certainement d'être développé un peu plus. Vous auriez viré tout ce passage avec les grenouilles qui parlent et avec Spike et Dimitri, les mecs en peau, là, des trucs comme ça. Ces petits délires là, ça aurait pris quoi, 1 ou 2 minutes, 2-3 minutes en moins? Et vous auriez passé plus de temps à montrer le lien qui se crée entre Lewis et cette famille, et donc le drame conséquent qui va suivre par rapport à ça. Et ça aurait été, je pense, un peu plus fort. Voilà, c'est du délire un peu excessif dans un film qui part un petit peu trop par moments dans tous les sens. Et la plupart du temps, ça ne me dérange pas. Dans ces moments-là, c'est un petit peu trop. Un petit peu. Numéro 3, la fin de Doris. Doris est un personnage super cool. Elle a des fonctionnalités qui déchirent, elle pète la classe. Le fait qu'elle contrôle Goob en lui faisant croire qu'on va suivre le plan juste pour se venger de Lewis alors qu'en fait elle veut aller beaucoup plus loin que ça, j'ai trouvé ça plutôt cool sur le principe, même si bon c'est assez prévisible, mais c'est pas un gros problème ça. Lorsqu'elle dirige le monde avec tous ces bâtiments en forme de chapeau melon, c'est la classe. Je trouve que c'est à la fois original en termes de design, mais il y a une classe et il y a un côté très créatif là-dedans. J'aime beaucoup le personnage de Doris sur pas mal de points. Sa fin est frustrante. Oh, elle est frustrante. Elle n'a pas l'occasion de vraiment prier, d'avoir un grand commun de fin ou quoi que ce soit. C'est juste « Oh, je n'aurais jamais la mauvaise idée de t'inventer !» Oh mon dieu, je meurs, paradoxe temporel, tout ça, j'en parlerai de ça. Mais ouais, c'est... Même si on prend pas en compte le gros problème temporel dont je parlerai, vous savez où ça va tomber ça, mais sans prendre en compte ça, c'est très frustrant d'avoir un méchant cool comme ça qui est expédié. Voilà, j'en ai parlé avec les titans dans Hercule, c'est le même principe. Vous avez un méchant classe qui peut faire des trucs super cool, quand vous le balancez de votre film comme ça en disant ouais c'est bon, on en a fini avec lui, on va pas essayer de lui donner une fin cool, ça me frustre, très sincèrement. Et ce qui me frustre un peu de la même façon, c'est numéro 2, la conclusion autour de Goob. Je trouve que Goob, en tant que méchant ridicule, passe correctement. Bon, il y a des moments où il est un petit peu trop idiot pour son propre bien, et ça me fait rire jaune, mais c'est pas excessif, c'est pas non plus affreux, ça arrive à passer, et des fois, il arrive à être sincèrement drôle. Il a même un côté doucement pathétique par rapport à son passé et ce qu'il a amené là, qui arrive à le rendre légèrement touchant. Je trouve que, sans être extraordinaire, c'est un bon personnage d'antagoniste qui est plutôt original par rapport à ce que Disney a déjà fait avant. Donc oui, j'aime beaucoup Goob d'une façon différente de Doris, mais j'aime beaucoup ce personnage. La conclusion autour de son personnage, beaucoup moins. Ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. On essaye de créer une espèce de passage où il ne sait plus ce qu'il va faire et tout, ce qui n'amène à rien. Tout ce moment où Goob réalise que il a failli foutre le monde dans l'air, qu'on essaye, que Lewis essaye de lui donner une seconde chance,
Ça va vite, trop vite, et puis ça n'amène à rien puisque tout se résout très rapidement, comme je l'ai dit, lorsque tout se met en place en même temps à la fin, lorsque Lewis l'empêche de faire perdre le point au match. Et donc en fin de compte, tout ce passage où Goob essaye de l'attendrir, etc., etc., ça n'a aucune signification, puisque ça s'arrange pour lui, il va vivre heureux sa vie, etc., etc. C'est le genre de choses qui aurait mérité d'être davantage souligné. Ou alors si Lewis voulait se racheter auprès de Goob, il aurait fallu mettre en place quelque chose de plus étoffé que ça. Pas juste «Ah, j'ai réussi à lui faire attraper la balle, tout va bien». On aurait pu faire un truc très différent. Par exemple, on aurait pu faire en sorte que Goob n'attrape toujours pas cette balle de baseball et que Lewis s'excuse et lui lance un vrai discours encourageant pour arriver à passer à autre chose, en lui faisant comprendre qu'il est vraiment désolé pour lui avoir gâché un petit peu sa vie et en l'inspirant pour ne pas être obnubilé par ça. Ça aurait créé un moment plutôt joli entre ces deux-là et une conclusion beaucoup plus satisfaisante pour Goob. Mais là, cette façon ultra rapide d'en finir avec lui, c'est décevant. C'est décevant pour le personnage, je trouve, sincèrement. Ouais, c'est un peu dommage de voir que nos deux antagonistes, qui sont très sympathiques, très prenants en soi de façon assez différente, soient mal gérés à la fin. C'est vraiment dommage, ça les empêche de vraiment briller en fin de compte. Et numéro 1, aux surprises, l'illogisme temporel. J'en ai parlé je ne sais pas combien de temps dans ma critique. Je sais pas ce que je vais grandement rajouter par rapport à ça. La logique temporelle vaut absolument rien. Énormément de scènes sont comme ça, n'ont aucun putain de sens. Et je vais vous dire une chose, tous ces trucs que j'ai énumérés jusqu'à présent, ce sont des petits trucs qui me gênent, mais que j'arrive à outrepasser sans trop de problèmes. Parce que même si les méchants sont un peu expédiés à la fin, on a quand même ce beau message autour de Lewis qui va aller de l'avant, etc. Donc j'arrive à outrepasser ça, à pas trop réfléchir et à me dire ok, il y a ce beau message à la fin. Il y a tous ces moments délirium excessifs en trop. Ben, c'est rattrapé par tous ces délires qui passent bien pour moi et j'aime ça, il n'y a pas de problème. La logique temporelle de ce film, non. Il n'y a rien qui rattrape ça, c'est un gros bordel qui n'a pas de sens. Et il y a des gens, pas beaucoup, il y a une ou deux personnes, hein, à nouveau j'ai tendance à dire ah il y a des gens, il y a une personne qui a dit ci, il y a une personne qui a dit ça. En général c'est vraiment une minorité et en général les gens font des super commentaires. Il faut vraiment que je le souligne à chaque fois parce que c'est vraiment important ça. Mais il y a une ou deux personnes qui ont dit que ouais mais on sait pas comment ça fonctionne le voyage dans le temps, c'est quand même un truc très fictif, donc on peut se permettre de faire un peu ce qu'on veut, on peut pas, ça peut ne pas avoir de sens pour nous. Facile. Facile. On ne sait pas comment ça marche en vrai, donc on peut se permettre de manipuler ça n'importe comment dans une histoire fictive. C'est l'excuse facile de la personne qui veut pas se faire chier à réfléchir à la cohérence de son histoire. Et j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont cet état d'esprit-là depuis quelques temps sur pas mal de films, qui se disent... on sait pas comment ça marche, je prends juste mon pied en suivant l'histoire et je réfléchis pas au reste. C'est super pour vous. Moi, j'aime réfléchir à un film. J'aime réfléchir à comment il gère sa cohérence, comment il gère son univers, comment il gère la façon dont il met en place ces choses. Et le voyage dans le temps, dans ce film, est géré avec le cul. Je le pense sincèrement. Il y a des films qui arrivent à gérer correctement le voyage dans le temps. Dans Retour vers le futur, il y a quelques petites choses à redire, mais en général, ça repose sur le fait que lorsqu'on voyage dans le temps, on crée une toute nouvelle réalité et notre corps du futur prend un certain temps à s'y habituer. Ça joue là-dessus, quoi. Ça explique relativement correctement la logique de ces événements. Dans Dragon Ball, c'est ça qui est dingue, Dragon Ball qui fourmille d'incohérences, ben, ils sont partis sur le principe que chaque voyage dans le temps crée un univers parallèle, et ça tient la route. Ça tient vraiment la route. Donc il y a plusieurs univers parallèles qui sont les uns à côté des autres, et donc l'un n'influe pas sur l'autre. Enfin si, on peut influer sur l'autre en y voyageant, mais en voyageant, ça joue sur un autre univers, et donc en changeant quelque chose dans un passé, ça ne changera rien à notre présent qui existera encore dans un univers parallèle. Ça c'est
Ça c'est basique, enfin c'est basique, ça peut paraître compliqué comme mise en place, mais c'est une mise en place très simple pour gérer le voyage dans le temps, parce que ça vous soulage énormément sur la cohérence à gérer là-dessus. Et il y a même certains trucs autour du voyage dans le temps qui jouent sur le principe de destin, c'est-à-dire que l'histoire doit se passer de telle façon quoi qu'il arrive. Et qui arrive à gérer ça correctement. Je ne suis pas fan de ça parce que j'aime pas l'idée même qu'il existe un destin et qu'on peut rien y faire, que mes décisions sont écrites à l'avance et que même si j'ai l'impression d'avoir un choix, je n'en ai pas. Et j'aime pas ce concept à la base. C'est moi. Voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vous dis, c'est moi. Mais il y a certaines choses, certaines œuvres qui peuvent arriver à manipuler ça très bien. Il y a deux séries notamment, je me souviens plus du nom d'une certaine série où il y a une femme qui avait inventé une machine à voyager dans le temps, mais seulement c'était un peu aléatoire la période durant laquelle on remonte dans le temps. Et il y a un flic qui l'utilise à plusieurs moments dans la série. Et le truc qui est intéressant, c'est que les événements qu'il vit la première fois avant de voyager dans le temps, ils sont déjà déterminés par les événements qu'il a provoqués en ayant voyagé dans le temps. Donc il y a une vraie ligne du destin déjà tracée et une histoire toute tracée qui se fait. Ça joue là-dessus et plutôt correctement, je vais pas le nier. Il y a la série, ok c'est un petit spoiler, mais bon elle date un petit peu, la série Lost, qui joue là-dessus aussi, et ça me dérange pas trop. Et ouais, ça le fait plutôt bien à certains égards. Donc ouais, ça c'est des façons intéressantes de gérer le voyage dans le temps. Dans ce film-là, c'est foutraque, ça part dans tous les sens. J'ai déjà dit pourquoi. Si en voyageant dans le passé, on a complètement changé le futur, pourquoi il y a certaines choses toujours mises en place qui ne devraient pas être mises en place? Notamment un truc tout bête, c'est la première chose qui me vient en tête, mais il y en a des tonnes. Lorsque Lewis se retrouve dans le futur modifié par Doris, comment se fait-il qu'il retrouve au même endroit la machine cassée qu'il arrive à réparer? Je veux dire, est-ce que Doris est conne au point de l'avoir laissée là? Normalement, si Doris a remonté dans le temps pour empêcher donc Lewis de briller, de créer ses inventions et tout, elle ne devrait plus exister techniquement. Cette machine à voyager dans le temps. Et surtout, si elle peut modifier ça, pourquoi elle ferait en sorte que cette machine à voyager dans le temps à réparer se retrouve ici, quoi? Il y a pas mal de choses, on dirait qu'elles ont été introduites parce que Lewis a vécu ça. La rencontre avec ses parents adoptifs et sa future femme, j'ai l'impression que c'est quand même vachement manipulé par le fait qu'il a vécu toute cette histoire. Dans la première ligne temporelle, il aurait dû utiliser sa machine pour retrouver sa mère biologique et donc plutôt partir vers cette voie-là et pas se tourner vers ses parents adoptifs tout de suite. Ou bien est-ce que c'est venu plus tard? Il a essayé de se tourner vers sa mère biologique, mais elle n'a pas voulu de lui et c'est après qu'il s'est tourné vers ses parents adoptifs. Je sais pas, c'est un petit peu bizarroïde sur certains points, tout comme la rencontre avec sa future femme. Alors on a l'impression qu'elle est attirée par lui parce qu'il savait quoi lui répondre à un moment donné. Ça c'est des détails, mais il y a énormément de trucs qui sont beaucoup plus gros que ça dans la façon dont la logique temporelle est gérée dans ce film qui sont aberrants. C'est aberrant à tellement de points. Et ouais, ça me gêne beaucoup. Le reste des problèmes que j'ai listés, j'arrive à outrepasser sans trop de problèmes. Ce gros problème, je peux pas. Je peux vraiment pas. Ça n'empêche que je peux pas m'empêcher d'être en admiration devant le message super joli que ce film veut faire passer. La loufoquerie très amusante qu'il y a, l'action très fun et prenante, les personnages sympathiques qui sont dedans. Je peux pas m'empêcher d'adorer ça. Et malgré le fait qu'il y a ce gros problème central qui me sort un peu du film, je ne le nie pas, je peux pas m'empêcher d'aimer très sincèrement ce film et de vous le recommander, à nouveau si vous ne l'avez pas vu. Cela dit, là je vous l'ai complètement spoilé, donc vous allez pas vraiment l'apprécier plus que ça si vous avez suivi seulement grâce à mes vidéos. Bon, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le top retour pour lequel vous aurez voté. Ne votez pas dans les commentaires de cette vidéo. Pour une fois, votez dans les commentaires du top retour de La Planète au Trésor. Pensez-y, ça ne sert à rien de voter dans les commentaires de cette vidéo puisque c'est une vidéo spéciale pour un tipeur. Et je remercie à nouveau DK Gaming pour m'avoir soutenu dans cette aventure sur YouTube et sur Tipeee. A très bientôt pour de futures vidéos. Ciao!